nom de Joint Research Center, qui est le JRC en abréviation. C'est le service en fait de la Commission qui est chargé de la science et de la connaissance. Et en fait, on fournit aux autorités européennes et nationales aussi un appui scientifique indépendant pour les aider à concevoir et aussi à mettre en œuvre les politiques européennes. Et au sein du JRC, je travaille au EU Policy Lab dans l'équipe de sciences comportementales et j'applique principalement les sciences comportementales aux enjeux environnementaux, notamment l'énergie, l'économie circulaire, la biodiversité bien sûr et le changement climatique. J'ai une formation initiale en agronomie que j'ai suivie à AgroParisTech, puis j'ai réalisé une thèse ensuite en économie et j'ai une spécialisation en économie de l'environnement et économie comportementale. Et depuis mars cette année, je fais aussi partie de la task force de l'UICN sur le changement des comportements. Merci beaucoup, Marion et Jenny. Merci Liliana. Bonjour, bonjour tout le monde. Moi, je suis Jenny Chilakasonga. Je suis manager des campagnes de marketing social pour la réduction de la consommation de la viande de brousse au sein du programme de gestion durable de la faune sauvage de la WCS. Donc, dans le cadre de ce projet, nous travaillons sur principalement deux villes du Congo, notamment Ouesso et Brazzaville, pour encourager la population à la réduction de la consommation de la viande de brousse pour une meilleure gestion de la biodiversité. À part ça, j'ai un master en écologie. J'ai fait mes études à l'université de Kinshasa et ensuite j'ai suivi une formation Mentor Bushmeat financée par l'Union européenne, l'US Fish and Wildlife Service, pardon, pour encourager les praticiens dans la mise en œuvre des projets de gestion durable des ressources naturelles. J'ai aussi travaillé en tant que assistant de recherche autrefois avec le projet Urban Bushmeat de la RDC dans les cadres toujours des actions d'intervention pour encourager la réduction de la consommation de la viande de brousse. Merci. Merci beaucoup, Jenny. Donc, je vais partager mon écran pour présenter rapidement. OK, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Donc, permettez-moi de vous expliquer brièvement la méthodologie de ces webinaires. Je commencerai par vous présenter les résultats de l'évaluation que nous avons réalisée avec la Task Force. Ensuite, nous aurons une discussion avec nos panélistes et puis nous poursuivrons avec les questions du public. Donc, pour les questions du public, s'il vous plaît, utilisez le chat et Edgar, il va m'aider pour enlister les questions et on va répondre les questions avec les panélistes. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par la présentation de notre étude d'évaluation. Donc, comme je l'avais dit, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous partager l'évaluation que nous avons réalisée sur l'état actuel de l'utilisation de l'approche du changement de comportement dans la conservation de la nature, notamment les barrières qui rencontrent les praticiens, mais aussi les opportunités dont nous disposons pour étendre la mise en œuvre du changement de comportement dans la conservation de la nature. Cette évaluation a été un travail collectif. Ce travail a été le fruit d'une collaboration avec les membres de la task force de la UCN, mais aussi des autres partenariats. Et elle nous a permis également d'établir les points les plus importants pour notre travail en tant que task force au cours des prochaines 4 années de travail. Donc, pour commencer, il faut comprendre que les menaces qui pèsent sur la biodiversité proviennent du comportement humain, directement ou indirectement. Et quand on parle du comportement humain, on ne parle pas seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que groupe, gouvernement et société. Donc, ensemble, nous sommes les moteurs de comportement qui finissent par mettre en péril la biodiversité mondiale. Et ce n'est pas une surprise si on observe dans la liste rouge de la UCN que la plupart des espèces menacées les sont en raison de processus qui trouvent leur origine en comportement humain. Donc, avec ce panorama, il apparaît assez clair que la conservation de la biodiversité est fondamentalement un exercice de persuasion humaine.
et que pour inverser cette tendance, nous devons influencer les comportements humains et la manière dont nous prenons des décisions en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Donc, comment est-ce qu'on peut combler ces gaps qu'il existe actuellement? Et la question ici, c'est comment faire pour que dans la conservation, nous puissions générer les changements dont nous avons besoin. Et cela était la question de notre étude. Nous avons mené une étude pour comprendre et évaluer d'abord l'état de la mise en œuvre du changement de comportement en étant qui approche, mais aussi pour comprendre quels sont les besoins, les barrières et les obstacles présents aujourd'hui. Et pas seulement que les barrières et les obstacles, mais aussi les opportunités que nous avons pour intégrer les comportements, les sciences comportementales dans les différentes interventions de conservation de la nature. La méthodologie de cette étude que je suis en train de présenter aujourd'hui repose sur une approche de recherche qualitative. Nous avions utilisé des entretiens semi-structurés avec les supports de la Commission de l'éducation et de la communication et la Commission de la sauvegarde des espèces de la UCN. Nous avons aussi eu les appuis de différents informateurs clairs, ceci afin d'identifier différents praticiens à niveau global pour avoir une diversité de perspectives et des expériences. Et ce dont nous allons parler dans cette présentation, c'est précisément ce qu'ils ont partagé avec nous. Donc, on va commencer par les barrières afin de comprendre ce qui freine une mise en œuvre plus généralisée du changement de comportement dans les milieux de la conservation de la nature, mais on va aussi aborder les opportunités et les actions concrètes que nous pouvons commencer à implémenter pour combler ces gaps. Donc, les participants, ils ont identifié 3 barrières principales qui empêchent une mise en œuvre plus répandue de changements de comportement dans les milieux de la conservation. Tout d'abord, la première barrière concerne les lacunes de connaissances. Donc, historiquement, les acteurs de la conservation sont formés surtout aux sciences naturelles et aux sciences exactes, et peu aux sciences sociales ou des comportements, alors même que la perte de biodiversité, comme on l'a vu, est principalement liée au comportement humain. La deuxième barrière qu'ils ont mentionnée, c'est les contraintes financières par rapport à la nature du financement. Notamment, ils ont parlé de cycles de projets très courts qui ne permettent pas de montrer l'impact réel du projet en changement de comportement et qui ne s'adaptent pas à la réalité des activités de changement de comportement. Et finalement, ils ont parlé de silos thématiques ou du fait que beaucoup de gens sont en train de développer des approches, des projets, des interventions en changement de comportement, mais qui sont étiquetés avec différents concepts comme éducation environnementale, sensibilisation, anthropologie, et que ce manque de clarté dans la manière et les concepts qu'on utilise pour dénommer les changements de comportement empêche que les acteurs vont se reconnaître et collaborer ensemble. Donc, ils nous ont parlé, ils nous ont confié de quoi ils ont besoin pour une adoption plus généralisée du changement de comportement dans la conservation de la nature. Et ils ont parlé premièrement des centres de ressources et de connaissances, comme des guides méthodologiques et des boîtes à outils, deuxièmement, des opportunités d'apprentissage et de renforcement des capacités. Donc ici, ils ont mentionné que des formations existent, mais que souvent elles sont très coûteuses et que souvent elles sont en anglais, par exemple. Donc il manque un accès à ce type d'opportunités par rapport au coût et à la langue. Troisièmement, et encore sur le financement, ils ont parlé du besoin de financement durable adapté aux échéances des interventions comportementales. Les projets de changement de comportement demandent du temps et plusieurs évaluations sur plusieurs années.
Et malheureusement, le calendrier de financement ne permet pas toujours de mesurer le véritable impact des interventions en changement de comportement dû à des cycles de financement très courts. Quatrièmement, des partenariats interdisciplinaires pour favoriser l'accès à l'expertise. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est que, notamment au sein de leurs équipes, ce n'est pas toujours évident de trouver des compétences liées au changement de comportement et que les praticiens, ils ont besoin de collaborateurs venus des autres disciplines, psychologie, sciences du comportement, sciences sociales, marketing, pour accéder à cette expertise les plus faisable, à leur avis, c'était d'avoir des partenariats interdisciplinaires. Et donc, ce rapport que je suis en train de vous présenter aujourd'hui, il contient une section de recommandations. Et ces recommandations sont des activités concrètes que chaque acteur peut mettre en œuvre pour promouvoir les sciences du comportement dans la conservation. Ces recommandations, elles ciblent chaque acteur. Donc, il y a des recommandations pour les praticiens, il y a des recommandations pour les professionnels, il y a des recommandations aussi pour les bailleurs de fonds, afin que ces recommandations elles soient pertinentes et réalisables. Et la task force agit comme un moteur de changement en reliant la recherche et la pratique. Donc, ce qu'on a trouvé aussi dans cette évaluation, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de communication entre les gens qui font la recherche et les praticiens des interventions de changement de comportement. Et c'est ce gap que la task force a voulu attaquer, ainsi que deux objectifs. Les autres objectifs qu'on veut aussi accomplir, c'est documenter ce qui ne l'est pas et les langages communs. Donc, on a trouvé qu'il y a beaucoup d'interventions qui se passent à niveau global, mais que peu de ces interventions, elles sont documentées. Et le troisième objectif pour nous, c'est aussi continuer à travailler dans un langage commun. Parce que même des concepts comme les concepts de changement de comportement, pour certains secteurs, ce n'est pas clair et ceci empêche d'avoir un dialogue productif pour travailler sur les mêmes objectifs, notamment dans la conservation de la nature. En termes de prochaine étape, après cette évaluation qu'on a fait, donc on a plusieurs piliers qui s'annoncent pour le travail de la task force. Nous avons la déclaration de position de la UCN sur les changements de comportement, et actuellement en cours de validation par les différentes commissions et que nous espérons soit publiée bientôt. Et cette déclaration, elle est importante pour nous parce que justement, là qu'on parlait de langage commun, elle va nous aider à standardiser les concepts de base du changement de comportement appliqués à la conservation de la nature. Le deuxième point sur lequel nous, on travaille actuellement, c'est les recommandations en éthique, spécifiquement pour les changements de comportement en conservation. Donc, nous travaillons également sur l'éthique du changement de comportement en conservation afin de comprendre quels principes éthiques nous nécessitons actuellement implémenter dans les interventions de changement de comportement liées à la conservation de la nature et aider les praticiens à naviguer les nécessités d'éthique dans leur intervention des changements de comportement dans la conservation. Le troisième, et comme l'un de nos objectifs, c'est de relier les scientifiques, la science et les praticiens. Un exemple de notre travail par rapport à ça, c'est qu'actuellement, on travaille avec le gouvernement mexicain, que nous appuyons de manière technique pour comprendre les opportunités du changement de comportement dans la protection de la vaquita, qui c'est une espèce très, très menacée actuellement au Mexique. Et ce qui est intéressant, c'est que la task force, elle a reçu la demande du gouvernement mexicain pour leur aider d'une manière technique avec les potentielles opportunités de changement de comportement. Et finalement, nous travaillons aussi en partenariat avec l'Université d'Oxford. Et le souhait de la task force, c'est développer un module de formation gratuit disponible en plusieurs langues
pour que les praticiens qui ont dit qu'ils n'ont pas d'accès à des formations en changement de comportement dû à son coût ou à leur accès par linguistique puissent avoir une offre de formation gratuite et adaptée aux différents langages que les praticiens nécessitent actuellement. Et enfin, comme je vous avais dit au début, un de nos objectifs, c'est faire la diffusion de ces rapports que je vous ai présentés dans les dernières minutes, mais aussi nous sommes en train d'amplifier la diffusion de ces rapports. Donc, nous avons fait déjà la traduction en espagnol, français, portugais, arabe, vietnamien et japonais. Mais nous aimerons continuer avec la diffusion de ces rapports dans des autres langues. Donc, si vous avez des informations par rapport à des potentiels partenaires institutionnels qui seront disposés à nous aider à soutenir ces traductions, n'hésitez pas à nous contacter parce que ça nous intéresse spécialement. Et voilà donc pour ma part, le rapport est en ligne. Vous pouvez accéder avec ces QR codes. N'hésite pas à les lire, à les partager. Merci à toutes et à tous. Je vais m'arrêter de partager mon écran et on va continuer la discussion avec nos panélistes. N'oubliez pas, si vous avez des questions, de les mettre sur le chat et on va répondre à vos questions dans un instant. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup à tous et on va commencer la discussion avec nos panélistes. Un instant. OK, très bien. Donc, pour commencer, Jenny et Marion, j'aimerais comprendre un peu plus, d'après votre expérience et votre domaine d'action, quel est le principal obstacle à une adoption plus large du changement de comportement dans les stratégies de conservation. Merci. La parole est à vous. Merci beaucoup, Liliana. Oui, Marion, vas-y. Vas-y, je te laisse la parole. D'accord, merci. Alors, merci Liliana pour cette présentation. Alors, en ce qui concerne mon expérience dans les actions de conservation, je pense que le principal obstacle est que le changement de comportement est encore, comment je peux dire, insuffisamment compris et est souvent des fois réduit à des simples actions de sensibilisation. Pourtant, voilà, il s'agit d'une approche scientifique qui vise à comprendre les facteurs qui influencent le comportement avant de concevoir des interventions de changement de comportement. Donc, je pense qu'il est essentiel vraiment de capitaliser les praticiens de capaciter plutôt les praticiens afin de faire comprendre le changement de comportement comme étant une approche scientifique qui complète bien sûr les actions de conservation plutôt que de les considérer comme une simple activité de communication. Donc voilà, c'est vraiment ça le principal obstacle à travers mon expérience, c'est ce rapprochement des approches de conservation de la nature comme de simples actions juste de sensibilisation. Merci. Merci beaucoup, Jenny. C'est très, très intéressant. Et Marion, qu'est-ce que tu en penses de cette question? Je vais rebondir en fait sur ce que Jenny disait. Alors moi, je travaille par contre principalement avec des décideurs publics au niveau de la Commission européenne. Leur rôle à eux, c'est de proposer des politiques publiques, notamment en lien avec la biodiversité. Et la difficulté pour moi, mais je pense que ça s'applique aussi aux praticiens, c'est l'adoption de preuves scientifiques. Le fait que les preuves scientifiques qu'on génère, elles soient vraiment adoptées ensuite par les praticiens ou les décideurs publics. Parce que c'est pas parce que on réalise une étude comportementale qui est bien menée, qui est rigoureuse, que ces résultats, ils vont automatiquement être pris en compte après. Même quand les décideurs publics demandent cette étude. C'est ça le pire.
Les décideurs, je pense qu'ils sont, pour faire un lien avec la science comportementale, ils sont soumis à des biais comportementaux, hein, ce sont des humains aussi, comme le biais de confirmation, c'est-à-dire notre tendance à accorder davantage d'attention aux informations qui confirment nos propres croyances et plutôt à ignorer celles qui les remettent en question. Et donc, ces décideurs politiques publics, ils peuvent aussi être confrontés à une surcharge informationnelle, comme nous, dans la vie quotidienne, qui rend parfois difficile l'intégration de nouvelles preuves scientifiques. Et donc, oui, je pense que cette observation avec les décideurs publics, elle vaut aussi pour certains praticiens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec les sciences comportementales. Ils peuvent préférer s'appuyer sur leurs propres connaissances ou penser qu'ils font déjà de la science comportementale à travers notamment des campagnes de sensibilisation. Et je pense que c'est aussi à nous de mieux communiquer ce que les sciences comportementales, elles peuvent apporter. Par exemple, à travers des cas d'études concrets et convaincants qui spannent, qui sont dans plusieurs domaines afin que ça parle à tous les gens qui sont à même de porter des projets dans différents domaines de la biodiversité. Marion, très intéressant. Une question. Nous savons que les changements de comportement peuvent prendre beaucoup de temps pour montrer des résultats. Est-ce que tu penses que c'est justement, je pense que c'est le fait qu'on ne peut pas montrer des résultats dans les cycles, par exemple, d'un projet, d'un financement qui peut décourager éventuellement les décideurs publics parce qu'ils ne voient pas tout de suite les résultats? Est-ce que c'est un des défis du Bien changement de sûr. comportement? Ouais, c'est totalement lié. On a un document de position qu'on a réalisé avec notre équipe en sciences comportementales qui dit justement que, en fait, pour intégrer la science comportementale et réussir à générer des preuves scientifiques, il faut nous intégrer le plus tôt possible dans le cycle politique. Donc, pas au niveau de quand on a déjà fait nos choix d'options politiques. Et du coup, là, on nous demande très rapidement de tester ces options, mais on a quelques mois, c'est très, très rapide. On n'a pas le temps de faire une étude complète. Donc nous, ce qu'on dit en général, c'est de nous intégrer bien en amont, en fait, pour pouvoir avoir le temps de bien comprendre le comportement avant même d'essayer une intervention et de voir si ça fonctionne. Donc oui, ça joue beaucoup. Merci beaucoup, Marion. Et Jenny, l'évaluation qu'on a fait montre qu'il y a aussi une faiblesse par rapport à la diffusion des résultats des interventions de changement de comportement. Donc, plus ou moins une réalité où on fait beaucoup des interventions, mais on ne les diffuse pas ou on ne communique pas vraiment sur ce qu'on est en train de faire, parfois par une manque de connaissances par rapport à je suis en train de faire des changements de comportement, mais je l'appelle éducation environnementale ou je l'appelle sensibilisation. Donc, il y a une manque aussi de connaissances par rapport à ce que je peux diffuser comme changement de comportement. Euh, Comment est-ce que tu penses qu'on peut encourager la publication ou la communication davantage de ce qu'on fait? Parce qu'on fait beaucoup à niveau mondial, mais il paraît qu'on ne se communique pas très bien entre nous. Oui, non, mais exactement. En fait, moi, je pense que à mon niveau, pour améliorer la communication dans ce sens, il me semble vraiment essentiel d'intégrer, en fait, les actions des communications, de marketing social déjà dès le départ, lorsque nous prévoyons de les mettre en œuvre, de bien les documenter. Parce que dès le départ, ce sont des activités très souvent qui ne sont pas vraiment bien qui ne sont pas très documentées par rapport aux autres activités. Ce sont des activités des fois qu'on considère parfois secondaires par rapport à des activités comme le suivi écologique et autres. Des fois, ce sont des activités qui ne sont pas trop considérées dans ce sens. Voilà pourquoi je pense que pour améliorer tout cela, je pense qu'il faudrait déjà bien les documenter dès le départ avant de les mettre en œuvre, donc bien les décrire et bien les programmer avant de le mettre en œuvre, mais aussi développer tout autour tout ce système de suivi et d'évaluation pour capitaliser tous les résultats que l'on obtient à travers la mise en œuvre de toutes ces activités. Mais aussi, il faudrait aussi créer tout autour, je pense, tout ce ces occasions et ces opportunités d'échange pour participer, partager plutôt les connaissances acquises, bien sûr, en termes de ce que nous faisons, mais aussi en termes d'obtention des informations des autres.
Et je pense que c'est par là, en faisant tout cela que nous pouvons améliorer tout ce qui est communication autour de nos activités de changement de comportement. Merci beaucoup, Jenny. Très intéressant. Et Marion, qu'est-ce que tu en penses? Je suis complètement d'accord. De toute manière, j'ai tendance à beaucoup dire que, il faut toujours penser tout dès le départ, et notamment la stratégie de communication après. Je trouve que c'est souvent une étape qui est un peu oubliée. C'est un peu comme si, voilà, on Mhm. lance une intervention, on regarde si ça marche super, et hop, on a fini le projet, on enchaîne sur un autre. Et du coup, je pense que cette phase de communication, on a tendance à la sous-estimer. Et alors Mhm. que c'est hyper important la disséminer sur tous les canaux qu'on peut, dans tous les réseaux qu'on peut, ouais. J'aimerais évoquer aussi, je pense, une certaine peur de partager les échecs. Je pense on évite de partager des expériences qui n'ont pas marché et qui sont très, très importantes. Et encore, je pense que c'est lié à les structures de financement ou la structure de projets de conservation duquel dépendent les interventions de changement de comportement. Donc, potentiellement, ça peut être un peu pas très vendeur et avouer que les stratégies qu'on a testées n'ont pas marché, qu'on a passé 300, 5 ans à travailler sur quelque chose qui n'a pas eu un résultat positif, mais que finalement, cette expérience a une valeur incroyable parce que ça va éviter de peut-être gâcher des ressources dans une méthodologie qui, a priori, pourra ne pas marcher dans le futur. Donc, il faut un peu changer les paradigmes de les structures de certains projets qui ne permet pas au changement de comportement de partager des expériences qui finalement n'ont pas marché. Merci beaucoup, Jenny et Marion. Euh, J'aimerais vous poser une question un peu difficile, mais qu'est-ce que vous pensez de comment combler les fossés entre la recherche en sciences de comportement et sa mise en œuvre opérationnelle par les praticiens de la conservation? Ça veut dire que parfois, nous avons que il faut faire une évaluation, il faut faire beaucoup d'études au préalable, mais que parfois les calendriers, les ressources disponibles, ils ne sont pas alignés avec ce qu'on nécessite en termes de changement de comportement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour combler ces fossés entre la recherche et ce qu'on nécessite pour faire des changements de comportement? Marion, tu veux commencer? Ouais, je reviendrai bien sur l'importance de la communication encore ici pour les chercheurs en sciences comportementales en particulier, parce que il faut bien garder à l'esprit que on fait parfois face à des praticiens qui n'ont jamais été exposés à notre type de recherche, et notamment au fait qu'on mène par exemple des expérimentations randomisées pour quantifier un lien de causalité entre l'intervention comportementale et le comportement qu'on cherche à changer. Donc, il faut vraiment repenser notre manière de communiquer notre travail pour qu'il devienne accessible, compréhensible et plus facilement utilisable par les praticiens. Et je pense aussi que la formation, c'est bien, mais il faut pas que ce soit en une fois. Parce qu'une formation, une semaine dans toute une vie, ça veut pas dire que derrière, la personne opérationnaliser ce qu'elle a appris. Ça, ça peut vouloir dire qu'elle va l'opérationnaliser, mais l'organisation ne voudra peut-être pas de ça. Donc, il y a aussi un changement organisationnel finalement qui doit se faire. Donc, finalement, s'il n'y a pas de suivi après la formation, je pense que c'est difficile. Donc voilà, pour combler ce fossé, je dirais que la formation aussi et la communication sont importantes. Merci beaucoup, Marion. Et je pense que ces points que tu as abordés, c'est très, très important parce que il y a une autre tendance où on arrive à faire un changement de comportement et ça s'arrête là. Mais par contre, soutenir un changement de comportement au fil des années, c'est encore plus complexe et nécessite des ressources davantage. Donc, c'est pas parce qu'on a eu un résultat positif que ça s'arrête là. C'est tout un processus. Donc, je suis complètement d'accord avec toi, Marion. Jenny, je t'invite à nous partager ce que tu penses sur ce sujet. Oui, oui, merci Liliana. Donc, hormis
Marion a bien développé. Je vais rebondir sur ça pour dire que il faudrait aussi pour faire ce lien vraiment entre les chercheurs et les praticiens dès le début de la conception des interventions de changement de comportement pour aussi contribuer à combler ce fossé. Par exemple, dans notre expérience au Congo, plus précisément dans nos campagnes à Ouessou et à Brazzaville, nous avons intégré des études comportementales avant la mise de toutes nos interventions de changement de comportement et nous avons travaillé en étroite collaboration avec certains experts pour essayer de réduire utiliser les informations que nous avons obtenues pour en les transformant en des actions concrètes de changement de comportement. Et c'est par là, je pense que c'est aussi une approche qui est intéressante à ajouter à tout ce qu'on vient de développer tout à l'heure. Merci beaucoup, Jenny. Et avant de passer aux questions du public, j'aimerais avoir votre avis par rapport à qu'est-ce que vous pensez, quelles sont les bonnes pratiques à prendre en compte pour contribuer à la généralisation de l'implémentation du changement de comportement comme approche? Qu'est-ce qu'on peut faire pour promouvoir cette approche au sein de la conservation de la nature? Euh, je pense qu'il y a un comportement, ça dure quand il est soutenu par le contexte dans lequel les personnes elles agissent. Et je dirais qu'il y a cinq choses que je mettrais en avant. D'abord, le diagnostic comportemental. Il faut vraiment partir d'un comportement très concret. Qui doit faire quoi, dans quel contexte, à quelle fréquence, et pourquoi ce comportement il n'a pas lieu aujourd'hui. La deuxième chose que je mettrai en avant, c'est qu'il faut prendre en compte aussi les contraintes réelles des personnes concernées. Parce qu'il n'y a pas que les biais comportementaux, il y a aussi où ça se passe, avec des contraintes économiques, le temps disponible des gens pour faire ces interventions ou appliquer un autre comportement, les normes sociales, la confiance envers les institutions. Est-ce qu'il y a des alternatives à ce comportement qu'on veut vraiment changer? Troisièmement, je dirais qu'il faut impliquer les publics concernés très très tôt. On en revient toujours à ça, hein. Pas seulement pour valider une intervention qui a déjà été conçue par les chercheurs, mais pour, dès le départ, définir le problème avec les personnes qui vont être affectées, identifier les obstacles et je dirais co-construire, concevoir des solutions pour augmenter finalement la légitimité et les chances que ces populations, elles adoptent le comportement. La quatrième pratique, je dirais, c'est il faut combiner plusieurs leviers, pas une seule chose. La sensibilisation, ça fait partie hein, des choses qu'on peut combiner avec d'autres, mais c'est rarement suffisant. Donc voilà, ça doit être accompagné d'alternatives pratiques, des incitations peut-être financières, du soutien technique, des règles plus claires, etc. Et enfin, je pense que dès le départ aussi, il faut penser à l'après-projet qui va porter le Mm. changement une fois que le financement il est terminé finalement. Parce que oui, Mhm. on peut tout faire pour que ça marche, mais est-ce que ça va suivre derrière? Si on n'a pas les ressources, nous, en tant que chercheurs, pour voir ce qui se passe après, bah, c'est pas mal d'aller voir les institutions qui sont sur place et de leur transmettre finalement tout ça. Donc voilà, comment, et aussi de savoir comment on va mesurer cette persistance du comportement Ouais. dans le temps. Et encore une fois, c'est pas facile parfois avec les cycles de projets courts Bien qui sûr. ne permettent pas d'évaluer la durabilité de ces interventions de changement de comportement. Jenny, à toi la parole. Oui, oui, tout à fait. Je suis du même avis que Marion. Il faudrait vraiment comprendre bien le contexte dans lequel nous voulons travailler, comprendre les raisons, les facteurs pour lesquels les personnes manifestent le comportement que nous voulons changer. C'est vraiment ça la base. Il faudrait vraiment comprendre les motivations parce que c'est à travers cette bonne compréhension que l'on peut mettre en œuvre des stratégies appropriées au contexte local en utilisant des moyens de communication bien appropriés au contexte local, mais bien évidemment aussi, il faudrait cet accompagnement avec les communautés qui sont impliquées, qui sont ciblées par ces actions de changement de comportement et bien entendu aussi avoir un mécanisme d'évaluation de nos actions pour mesurer effectivement les impacts de ce que nous sommes en train de réaliser comme activité de changement de comportement. Voilà un peu. Merci beaucoup, Jenny. J'ai une question pour Marion et Jenny. Et vous avez mentionné la nécessité
de baser les interventions de changement de comportement sur les valeurs, les besoins de nos audiences cibles. Ma question, c'est comment est-ce qu'on peut les impliquer véritablement et d'éviter de créer des interventions pour des audiences cibles, mais de créer des interventions avec les audiences cibles. Donc, dans vos différentes expériences, comment vous avez fait pour les impliquer d'une manière véritable dans la co-création et co-conception de vos interventions? Alors, Moi, je peux parler. Vas-y, Jenny. Vas-y. alors, voilà, en ce qui nous concerne, principalement, nous avons travaillé en collaboration avec toutes ces publics cibles dès la mise en œuvre toutes les études, des recherches, des études de mode de vie pour comprendre le contexte lié à ce qui est consommation de la viande de brousse. Et ensuite, par la même occasion, nous avons travaillé avec ces mêmes communautés dans la conception des matériels et la conception des différents messages. Et ensuite, nous avons testé même ces différents messages des campagnes et autres auprès de ces publics cibles pour voir si tout ce matériel est lié à leur contexte. Est-ce que ça leur parle? Est-ce qu'ils arrivent à comprendre? Est-ce que les messages et tout ce qui est derrière tout ce message est facile pour eux à être compris? Et au-delà de ça, ce que nous faisons, c'est que, hormis tout ça, nous créons des coalitions de campagnes. Donc, dans chaque campagne, nous créons des coalitions de campagnes constituées des communautés locales, des ONG locales, pour contribuer à l'appropriation de la campagne, mais aussi à la crédibilité de la campagne. Voilà un peu comment est-ce que nous impliquons les communautés et les populations cibles dans tout ce que nous faisons comme activité. Donc, depuis la recherche jusqu'à la mise en œuvre. Merci beaucoup, Jenny. Et Marion? Ouais. Alors moi, ce sera peut-être un peu moins pertinent que l'exemple de Ginny, parce que je travaille moins avec les praticiens sur le terrain, je travaille plus avec les décideurs publics. Et par exemple, actuellement, la Commission européenne, elle a en tête de potentiellement développer un marché des crédits nature, un peu à la façon des crédits carbone. Et donc là, elle a ouvert un processus finalement politique à toutes les parties prenantes. C'est très ouvert, il n'y a rien qui est fixé, ce qui se passe pas très souvent. Et finalement, quand j'ai vu cette opportunité, donc la DG Environnement, la direction environnement a mis une communication en ligne pour dire qu'elle allait lancer ce processus. Et là, j'ai vu que c'était une opportunité finalement d'informer les décisions, les options politiques qui allait être mise sur la table l'an prochain d'ailleurs. Donc là, finalement, j'ai impliqué tout de suite la direction environnement. Je suis allée les voir. Je leur ai dit, écoutez, voilà ce que nous, on peut faire, comment ça marche la science comportementale, ce qu'on peut apporter, etc. Et finalement, c'est comme ça que j'ai réussi à les convaincre de m'intégrer dans leur processus pour informer directement la politique. Donc de nouveau, on en revient à être impliqué dès le départ dans l'anticipation des projets plutôt que au courant le projet. J'ai le même genre d'exemple avec des parties prenantes quand je travaillais sur l'harmonisation des étiquettes de tri des déchets en Europe. C'est ce à quoi on va aboutir bientôt. Donc on a designé, finalement, on a conçu les labels, les étiquettes de tri des déchets qui pourraient marcher pour toute l'Europe. C'était très, très difficile parce qu'on a 27 États membres dans l'Union européenne, donc c'est complexe parce que chaque État membre a ses propres étiquettes de tri déjà. Donc, il y a forcément des gagnants et des perdants en un sens. Mais finalement, dans notre processus de test comportemental, de si ces étiquettes de tri fonctionnent bien ou pas, on a toujours impliqué les parties prenantes. Donc, à savoir les producteurs d'emballage, les designers d'étiquettes dans les différents États membres, etc. Et je pense que c'est vraiment clé d'intégrer ces parties prenantes dès le départ pour que ensuite ils ne soient pas surpris par les résultats qu'on génère, mais qui soient au courant et que ce soit potentiellement plus accepté. Merci beaucoup, Marion. On a une question pour toi. Donc, la question c'est, ces problèmes de décideurs publics qui ne suivent pas les données scientifiques, cela concerne-t-il uniquement les recommandations issues des sciences des comportements ou s'agit-il d'un problème généralisé? Très bonne question. Alors, je dirais pas que c'est généralisé, je dirais que c'est plus ciblé sur les sciences sociales, pas comportementales spécifiquement.
Par exemple, voilà, pour développer les marchés de crédit nature, on a besoin de métriques, de comment on mesure la biodiversité. Et ça, c'est très complexe, c'est la base, c'est le fondement. Donc, on a bien sûr besoin des sciences dures, des sciences exactes, des sciences naturelles. Et donc, ces scientifiques, finalement, ils vont être naturellement impliqués dans le processus. Et on va beaucoup les écouter parce qu'on a vraiment besoin de tout ce qui est sciences comportementales ou sociales. Souvent, dans la tête des décideurs publics, ça vient ensuite. C'est moins une priorité. Donc, il faut un peu plus être proactif pour vendre le fait que bah, il y a vraiment besoin de ça. Certes, les marchés des crédits nature, il y a le prix qui va faire que les gens vont être incités à acheter ou pas, que les entreprises vont vouloir acheter ou pas des crédits nature. Mais il n'y a pas que le prix. Il y a les normes sociales. Il y a si l'entreprise à côté, qui est un concurrent, va aussi acheter les crédits nature. Il y a des effets de réputation. Il y a plein de choses qui sont très comportementales et qui sont rarement prises en compte, en fait. Et là, bon, on verra bien, mais en tout cas, on est intégré dans le processus pour insérer la science comportementale dans ce processus d'établissement des marchés de crédit nature. De là à dire ça va être adopté, ça, je pourrais pas vous le dire avant l'année prochaine. Merci beaucoup, Marion. On a une deuxième question du public. Euh, Est-ce qu'une communication globale auprès du public a des chances de fonctionner comparativement à une sensibilisation auprès d'un public ciblé? Je pense que la science comportementale, on est à peu près tous d'accord parmi les chercheurs pour dire que ça dépend du contexte. Donc très souvent, quand c'est ciblé, ça marche mieux. Après, global, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est au niveau du monde entier? Est-ce que c'est au niveau d'un pays ou de plusieurs régions? Ça peut peut-être fonctionner mieux dans certaines régions qui sont plus culturellement identiques. Par exemple, si c'est plus à l'échelle globale, vraiment mondiale, là, je dirais que clairement, il faut cibler, ouais. Euh, ok, merci beaucoup, Marion. Seulement pour compléter, donc, la personne qui a fait la question, elle parlait, par exemple, à une agglomération où l'enjeu serait la protection des espaces naturels. Ok. Jenny, on a une question pour toi. Lorsque vous menez cette recherche ancrée dans la communauté, les praticiens de la conservation y sont-ils également inclus? Est-il envisageable de les inclure à chaque étape afin de soutenir leur développement et de garantir une approche interdisciplinaire? Je vais lire la question parce que vous... Je répète, Jenny? Ouais. Oui, oui, c'est bon, j'ai vu la question. C'est bon. Ah, ok, ça marche. Oui, oui, oui. Alors, lorsque nous menons nos recherches avec les communautés, bien sûr, les praticiens vraiment, donc l'équipe de recherche, voilà, du projet est impliquée dans toutes les recherches que nous menons. Donc, l'équipe est briefée, l'équipe est informée de tout ce que la recherche consistera à faire, et voilà, ils sont également tous inclus dans tout ce que nous faisons. Alors, la deuxième question, est-il envisageable de les inclure à chaque étape soutenir, afin de soutenir leur développement et garantir une approche interdisciplinaire? Oui, en fait, voilà, c'est comme je venais de le dire, ils sont déjà inclus, donc ils participent à tout ce que nous sommes en train de faire, ils participent à la, la, les commentaires, les propositions et les recommandations, bien sûr, même les orientations. Alors, ils sont vraiment tous impliqués dans tout ce que nous faisons. Et dans ce cas, je pense que je suis en train déjà de répondre à la deuxième question, qui est la suite de la condition, au fait. Merci beaucoup, Jenny. Qu'est-ce que tu penses, Ouais. Marion, sur, et je pense que tu avais dit que c'est peut-être pas ton expertise, mais qu'est-ce que tu penses de ce dialogue entre chercheurs, entre peut-être des personnes avec une perspective beaucoup plus technique, je veux dire, de la conservation et les praticiens du changement de comportement? Comment est-ce qu'on peut avancer un peu plus pour arriver à avoir une collaboration beaucoup plus étroite et intéressante?
Alors pour moi, c'est clé, c'est sûr, et c'est ce que je trouve intéressant là où je travaille au JRC, c'est qu'on a vraiment une approche interdisciplinaire, on a plusieurs unités. Je travaille beaucoup avec l'unité, par exemple, conservation de la nature, où il y a beaucoup de scientifiques naturels. Euh, Maintenant, comment réussir à plus intégrer ces disciplines. C'est pas toujours facile, je trouve. Ça dépend de plein de critères. Ça dépend des personnalités. Il y a simplement des personnes qui sont plus ouvertes à la collaboration, à apprendre de nouvelles choses que d'autres. Il y a aussi les contraintes de temps. C'est sûr que parfois on n'a pas le temps. On doit se concentrer sur un projet particulier. Donc, en plus, intégrer les dimensions d'une science dont on n'a pas trop connaissance, ça prend du temps supplémentaire, bien que ce soit extrêmement, euh, ça a énormément de valeur ajoutée. Pour moi, c'est beaucoup de rencontres, c'est sûr. C'est potentiellement plus de réunions que ce qu'on peut faire avec des scientifiques simplement du comportement où on a déjà un langage commun. Moi, ce que je fais Mhm. dans un de mes projets, alors c'est un gros projet sur l'implémentation des politiques vertes dans l'Union européenne. J'ai trois disciplines différentes. Et ce que j'ai proposé, c'est que dès le départ, en fait, bah, on dédie des réunions, ça prend du temps, mais c'est important, à comprendre ce que les uns et les autres font. Donc, on avait chacun 1 heure de présentation pour présenter en gros qu'est-ce qu'on fait en sciences comportementales. Pour les autres, c'était en prospective stratégique et quelles sont nos boîtes à outils finalement. Donc c'est vraiment le minimum, disons. Et après, c'est énormément de discussions, de désaccords, mais tant que les personnes sont ouvertes, en fait, on peut arriver à quelque chose. À des discussions très, très constructives et finalement riches dans la différence aussi. Oui, Merci beaucoup, Marion et Jenny, pour répondre à ces questions. Je vais procéder à la clôture bientôt de cet webinaire, mais j'aimerais poser une dernière question avant de finir. C'est quel message clé souhaiteriez-vous que le public retienne de ces webinaires? vas-y, Jenny. Jenny, tu veux commencer? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Donc, je pense que le message clé que les publics peuvent retenir de ce webinaire est que le changement de comportement en conservation n'est pas juste une activité de sensibilisation, c'est une activité qui va au-delà, c'est une approche scientifique fondée sur des compréhensions de comportement de notre public. C'est aussi une approche qui n'est pas encore vraiment bien intégrées dans toutes les actions de conservation de la nature, mais qui sont très importantes. Et lorsque ces activités sont bien appliquées avec des données comportementales solides et véritables, elles peuvent permettre de faciliter aux praticiens de conservation d'obtenir des bonnes actions de conservation et mesurer ainsi l'impact sur la durabilité et sur les différentes activités qu'ils réalisent. Merci beaucoup, Jenny. Et Marion? Ouais. Bah, je finirais sur les 5 grandes menaces qui pèsent sur la biodiversité, qu'on connaît tous, je pense, qui sont toutes fortement liées au comportement humain, comme tu l'as bien dit, Liliana, dans la présentation. Donc aujourd'hui, en fait, ne pas intégrer les sciences comportementales dans nos efforts pour protéger ou restaurer la biodiversité, ça a de moins en moins de sens quand on sait tout ça. On ne convainc pas les gens simplement en leur donnant de l'information. Il faut aller sur le terrain, il faut aller observer les comportements, comprendre leur contexte surtout, le contexte de ces populations dont on veut faire évoluer les pratiques. Notamment, je reviens sur l'exemple qui était un peu plus détaillé sur changer les comportements, un espace naturel en agglomération. Même au sein d'une même agglomération, il y a des gens qui ont des conditions de vie qui sont très favorables et qui seront peut-être plus à même de nous écouter et d'autres beaucoup moins. Donc, on doit de toute manière cibler nos interventions à ces différents publics, même à plus petite échelle. Et ensuite, évidemment, quand on a compris ce comportement, adapter les interventions comportementales au contexte. Et enfin, je pense que si on le peut, c'est le mieux. Il faut tester ces interventions pour vraiment savoir si elles fonctionnent et s'assurer qu'on puisse mesurer cette efficacité des interventions avant même de les déployer à plus grande échelle.
Merci beaucoup. Et sur ces messages, je pense qu'on va clôturer ce webinaire. Merci beaucoup à tous les participants. Merci Marion et Jenny pour partager nos expériences en changement de comportement avec nous tous. Merci Edgar pour l'organisation. N'oubliez pas de consulter les rapports de la Task Force en changement de comportement pour comprendre davantage les nécessités, mais aussi les opportunités en changement de comportement liées à la conservation de la nature. Merci beaucoup à tous et à bientôt, j'espère. Merci à tous. Bon Merci. après-midi.